Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un philosophe anglais. Le philosophe anglais conservateur de référence des 30 dernières années, que vous connaissez déjà peut-être, Roger Scruton. Si vous ne le connaissez pas, vous vous dites peut-être, n'y a-t-il pas des auteurs conservateurs en France? Pourquoi aller chercher en Angleterre? Eh bien parce que Scruton s'est intéressé à quasiment tous les sujets politiques et sociaux qui touchent aujourd'hui nos vies et qu'il en a parlé avec beaucoup de finesse. Il l'a fait en mobilisant une longue tradition qui va d'Aristote à T.S. Eliot en passant par Burke, une tradition dont il n'est nullement prisonnier puisqu'il lit et cite abondamment d'autres auteurs, mais dont il se nourrit et qu'il actualise avec beaucoup d'humour et sans aucune ringardise. Alors, si les idéologies à la mode que nous servent à longueur de journée et de journaux, les adeptes de la déconstruction, de la théorie critique des races, du post-colonialisme et autres régurgitations mal digérées, si toutes ces ressucées vous sortent par les oreilles et par le nez, et que vous êtes à la recherche d'arguments solides pour justifier et étayer votre agacement, Scruton est un véritable arsenal. Et une pièce maîtresse de cet arsenal, c'est une synthèse de ses conceptions politiques que Scruton a publié une fois atteint la pleine maturité, comme un bon vin, à l'âge de 70 ans, en 2014, 6 ans avant sa mort. Cette synthèse s'intitule « How to be a conservative », littéralement « Comment être conservateur », et que je traduirai dans un style un peu vieille France, bien approprié à un personnage délibérément démodé comme l'était Scruton, l'art d'être conservateur. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une synthèse de cette synthèse. Si on commence par la table des matières même est instructive. On y voit 13 chapitres et un seul contient le nom conservatisme. C'est assez étrange pour un livre qui porte sur le conservatisme. Et aussi, le chapitre s'intitule « La vérité du conservatisme ». Mais avant ce chapitre, il y a 7 autres chapitres qui s'intitulent tous « La vérité du ». Par exemple, la vérité du nationalisme, la vérité du socialisme, la vérité du capitalisme. Assez intriguant. On a ici quelqu'un qui passe pour un philosophe conservateur et qui va passer plus de la moitié du livre qu'il consacre au conservatisme, à étudier un certain nombre de doctrines qui sont le contre-pied du conservatisme pour certaines, et qu'il met pourtant sur le même plan que le conservatisme, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'elles détiennent une certaine vérité, et il indique par ailleurs, ne serait-ce que par la structure de la table des matières, que par le titre des chapitres, qui ne considère pas que le conservatisme détienne toute la vérité, mais le conservatisme lui-même ne détient qu'une vérité. Et puis, pour ce livre qui parle politique, autour de ces 8 chapitres qui traitent visiblement de doctrine politique, on a d'abord 2 chapitres qui semble-t-il n'ont rien à voir. L'un qui s'intitule « My Journey », mon parcours, et l'autre qui s'intitule « Starting from Home », qu'on pourrait traduire quand on connaît le contenu du chapitre par « Tout commence par chez nous » ou « Tout commence chez nous ». Donc il y a quelque chose avant la politique, et puis à la fin du livre, on a 3 chapitres, dont 2 sont assez massifs, et ont des titres mystérieux et politiques. Il y en a un qui s'appelle « Royaume » ou domaine de valeur, Realms of Value, et un autre qui s'intitule « Un adieu qui interdit le deuil mais reconnaît la perte ». Et c'est le dernier chapitre, un adieu qui interdit le deuil mais reconnaît la perte. On a peut-être ici un indice que pour Scruton, l'art d'être conservateur, ça commence par reconnaître qu'il y a quelque chose avant la politique, de plus fondamental, et qu'il y a aussi quelque chose après la politique, de supérieur à la politique, et qui est peut-être la finalité suprême à confirmer. Alors maintenant qu'on a épluché le fruit, en parcourant la table des matières, il est temps de mordre dans un premier chapitre. Mais avant, permettez-moi un petit intermède publicitaire. S'il vous plaît, mettez un petit pouce sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, écrivez un commentaire. Tout cela, c'est comme un sourire, c'est gratuit pour celui qui le donne et ça change la journée de celui qui le reçoit.
Alors je saute par-dessus le premier chapitre du livre, qui est autobiographique, et où Scruton retrace son itinéraire intellectuel. Je vous renvoie à les vidéos que j'ai déjà consacrées à la vie de Scruton. Et donc, le premier chapitre substantiel, si l'on veut, du livre s'intitule, comme on l'a dit, « Starting from Home ». Donc, commençons par chez nous. Le point de départ, c'est chez nous. Et avant d'examiner toute doctrine, Scruton tient à rappeler la primauté du nous, du chez nous, de la société où l'on est né, comme préalable à toute discussion politique. Il commence par rappeler qu'au commencement, il y a une société, dont les gens se sentent membres, dont les membres se sentent liés les uns aux autres, et c'est pour ça qu'ils se réunissent et rédigent une constitution, et c'est pour cela qu'une vie politique peut avoir lieu. Et aussi, c'est parce qu'il existe une certaine société, un certain type de société, dotée de certaines traditions, inscrites dans une certaine civilisation, et Scruton ose le dire, dotée d'une certaine religion, que les gens respectent les contrats, respectent en général la loi, et ont un certain sens du sacrifice au bien commun. Souvent, la société va tellement de soi, on la tient tellement pour acquise, qu'on n'y pense même pas. Mais la société ne va pas de soi. La cohésion sociale, qui est le préalable à tout régime politique, et notamment à un régime démocratique, n'est pas une donnée naturelle, n'est pas quelque chose d'automatique. C'est un édifice construit, rare, précieux, fragile, et c'est ce que Scruton tient à nous rappeler en préalable à toute discussion politique, c'est que la société précède l'individu, et c'est que la société, une société précise, en l'occurrence une société occidentale, avec des traditions juridiques, religieuses, morales, linguistiques, intellectuelles et esthétiques précises, qui nous a formés. Nous ne nous sommes pas auto-créés, et si l'on ne veut pas dire n'importe quoi quand on parle de politique, il faut garder ce fait fondamental en tête. Cela posé, on peut examiner différentes doctrines, et Scruton va en examiner exactement 8. La première, c'est le nationalisme, et il s'intéresse à dégager la vérité du nationalisme. Qu'est-ce que la vérité du nationalisme ? Eh bien, c'est d'abord que la nation est un fait. C'est une association entre voisins qui parlent la même langue. Et non seulement c'est un fait, mais c'est une bonne chose, selon Scruton. Pourquoi ? Parce que c'est l'existence d'une nation qui permet de dire « nous ». Une nation, c'est le seul espace connu qui permette la discussion, le consensus, la coopération de bonne volonté entre inconnus, bref, une culture civique qui est la condition d'une saine démocratie. Et la nation est aussi ce qui motive des sacrifices. On se sacrifie pour les siens. Alors bien sûr, et je cite Scruton, la guerre, les troubles civils ou l'idéologie peuvent enflammer les sentiments d'identité nationale. Mais dans leur forme normale, ces sentiments sont non seulement paisibles en soi, mais une forme de paix entre voisins ou entre prochains, puisqu'en anglais, on se le rappelle, c'est le même mot, neighbor, qui désigne le voisin et le prochain des évangiles. Donc, répudier l'idée de nation, en citant François Mitterrand, qui disait « le nationalisme, c'est la guerre », c'est comme dire « l'obésité est nuisible à la santé, donc arrêtez de manger ». Certes, l'excès de nationalisme est nuisible. Tout le monde est d'accord là-dessus, ou presque. Mais l'attachement des citoyens à leur nation est la condition du maintien de l'esprit civique, qui est lui-même indispensable à la démocratie et à la paix sociale. Un nationalisme tempéré, c'est la paix. Et c'est cela, la vérité du nationalisme, selon Scruton. Doctrine suivante, le socialisme. Le socialisme au sens dur, au sens marxiste, qui est le sens courant en anglais. Qu'est-ce donc que la vérité du socialisme ? Comme le disait Hobbes, si nous vivions hors de la société, notre vie serait, je cite, « solitaire, misérable, pénible, brutale et courte ». Fin de citation.
Nous devons beaucoup à la société. La simple gratitude nous impose de rendre ce que nous avons reçu. Et le socialisme met le doigt sur cette vérité. L'obligation morale de répandre autour de soi les bienfaits qu'on ne cesse de recevoir depuis notre naissance de millions d'inconnus. Le problème, selon Scruton, c'est que le socialisme est un dévoiement de cette obligation tout à fait légitime. C'est autrement dit, c'est la perversion intellectuelle d'une solidarité naturelle. Selon Scruton, les intellectuels marxistes répandent l'idée fausse que la société est un jeu à somme nulle, où les gains du gagnant ne peuvent s'expliquer que par les pertes d'un perdant. Et sous couvert de compassion envers les infortunés, les marxistes et leurs avatars contemporains comme les guerriers de la justice sociale excitent le ressentiment des envieux, embrigadent les mécontents dans une lutte des classes fictive et détruisent tout ce qu'il y a de bien et de bon dans une société. Le socialiste, encore une fois le socialiste au sens dur, celui qui prône la lutte des classes, c'est donc pour Scruton, Tartuffe, qui se fait passer pour Robin des Bois. Qu'en est-il maintenant de l'opposé du socialisme, le capitalisme? Quelle est la vérité du capitalisme? Première évidence, les richesses n'existent pas d'avance, il faut les produire. Et le libre marché est un ordre spontané très efficace pour produire les richesses et organiser le travail et les échanges. Que produire? Dans quelle quantité? Quand? Comment? Par qui? Pour qui? Ces questions forment un système d'équations d'une complexité insondable qu'aucune administration, aucun fonctionnaire, aucun dirigeant, tout génial soit-il, ne peut résoudre. La variable inconnue qui permet de résoudre le problème, c'est le prix. Le prix est un condensé d'informations qui dit à tout le monde quoi produire et dans quelle quantité. Entraver les échanges, fausser les prix, c'est perdre cette information, c'est donner un faux signal qui va conduire les producteurs à produire des biens et services déconnectés des besoins réels, d'où gaspillage ici, pénurie là, et au bout du compte, appauvrissement, comme l'exemple de l'URSS et des autres sociétés qui ont essayé d'implanter le socialisme au sens marxiste, ont permis de le constater. Vous aurez peut-être reconnu ici l'analyse du rôle des prix dans une économie de libre marché qu'on doit à Friedrich Hayek, que Scruton cite ici. Maintenant, dit Scruton, pour un conservateur, il existe des choses qui n'ont pas de prix, comme l'attachement à la nation, dont on a déjà parlé, ou la gratitude. Scruton rappelle que le marché n'est pas le seul ordre social spontané, loin de là. Les hommes s'agrègent en famille, se réunissent pour prier, pour faire ou écouter de la musique, pour lire, pour débattre, pour faire du sport, dans le cadre d'associations spontanées, organiques. Homo sapiens ne se réduit pas à Homo economicus. Or, en voulant faire de toute une marchandise, le capitalisme tente à empiéter sur des domaines qui n'ont pas de prix et à les détruire. On peut penser à la pornographie en ligne, très lucrative, mais dont l'effet destructeur pour la vie de famille a été souligné par de nombreuses études. Autre point, le capitalisme contemporain n'est pas un petit marché local où paysans et artisans viennent vendre leurs produits aux villageois et fixent leurs prix en fonction de la demande des villageois. Le capitalisme contemporain prend la forme de multinationales prédatrices aux poches très profondes qui capturent les institutions chargées d'établir les lois et les normes et en obtiennent des avantages fiscaux et réglementaires qui leur permettent de se décharger sur la collectivité et sur les générations futures de leurs externalités négatives, pour parler comme les économistes. Enlaidissement des villes, pollution, destruction des campagnes et du littoral,
migration massive de main-d'œuvre, tout cela, c'est à la population de les subir. Les entreprises, grâce à cela, abaissent leurs coûts et peuvent donc baisser leurs prix, acculer les petits concurrents locaux à la faillite et créer ainsi un état de monopole qui est tout le contraire du marché libre. Selon Scruton, un conservateur doit lutter contre ce capitalisme prédateur et par ailleurs, il doit défendre à tout prix les choses qui n'ont pas de prix. Passons maintenant au cousin politique du capitalisme économique, le libéralisme. Libéralisme au sens classique, la doctrine de John Locke ou de Montesquieu, l'inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, quelle est la vérité du libéralisme selon Scruton ? Eh bien, c'est que chaque individu est souverain et a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de vivre comme il l'entend. Mais ce libéralisme d'origine a un défaut. Parce que le libéral déclare l'individu souverain, il en vient à faire de l'individu l'alpha et l'oméga de la politique. Il oublie qu'il existe des conditions préalables à une déclaration des droits de l'individu. Il faut d'abord, comme on l'a vu dans le premier chapitre, Starting from Home, commencer par chez nous, il faut d'abord qu'il y ait une communauté de citoyens, animés d'un esprit civique, qui aient confiance les uns dans les autres, qui soient d'accord pour respecter mutuellement leurs droits et qui soient prêts à sacrifier aux besoins leurs intérêts personnels à l'intérêt général. Ne serait-ce qu'en acceptant d'être gouverné par l'adversaire, quand l'adversaire a gagné les élections, et ce, même si on déteste l'adversaire. Autrement dit, il faut d'abord un certain type de société où l'esprit civique domine pour que des droits individuels soient définis et respectés. Sans les conditions sociales qui rendent la déclaration des droits individuels et leur protection possible, cette protection s'effondre. Un libéral qui n'est pas aussi un conservateur est, selon Scruton, une chimère, un monstre. Mais si le pur libéral classique, donc le libéral non conservateur, est un monstre, que dire du libéral contemporain, du liberal, au sens que ce terme a pris aux États-Unis ces dernières années, c'est-à-dire le progressiste partisan de la discrimination positive ou le fameux woke, l'éveillard, pour proposer un terme français, l'éveillard qui a ouvert les yeux sur l'existence d'un suprémacisme blanc systémique. Car un glissement très net s'est produit après la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition de droits revendicatifs, de créances à l'encontre de la société, qui obligent l'État à rendre à tous certains services, comme la sécurité sociale ou certaines conditions de vie. Une comparaison entre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et celle de 1789 est très instructive à cet égard. Toutes sortes de droits revendicatifs à l'encontre de la société se sont ajoutés. Et donc, alors qu'à l'origine, le libéral était celui qui disait à l'État « Surtout, garde tes distances et ne viens pas mettre ton nez dans mes affaires », le libéral aujourd'hui est devenu l'homme qui demande à l'État d'intervenir pour faire rendre gorge à ses concitoyens et leur imposer d'assurer son bien-être. Paradoxalement, l'appareil des droits est devenu un instrument de contrainte. Et ces dernières années, le glissement s'est poursuivi et le droit empiète désormais sur la morale. Des minorités actives et militantes en appellent aux juges pour trancher en matière de mœurs et imposer non plus seulement la justice, mais leur mode de vie ou leur morale particulière à l'ensemble de leurs concitoyens. Et on en arrive à ce paradoxe de libéraux qui réclament l'intervention de l'État pour contraindre par la force leurs concitoyens à professer certaines idées et à en taire d'autres. C'est ainsi, par exemple, que l'Église catholique ne peut plus, en Europe, gérer des organismes d'adoption d'enfants parce que, selon son opposition doctrinale à l'homosexualité, elle est considérée comme discriminatoire.
Autre cas que Scruton cite, cas réel, une certaine communauté veut installer ses caravanes sur un terrain public. Les riverains s'y opposent. La Cour européenne des droits de l'homme donne raison aux nomades contre les sédentaires au motif qu'une minorité a un droit inaliénable à vivre selon les coutumes de sa culture. Tant pis pour les riverains sédentaires si la valeur de leur propriété s'effondre et que l'épargne de toute leur vie se volatilise. Le droit est devenu un outil de spoliation. Et les juges rendent de tels verdicts avec d'autant plus de légèreté qu'ils vivent dans des tours de verre situées à 3000 km du lieu du litige et n'en subiront donc pas les conséquences. Entre parenthèses, l'art d'être conservateur date de 2014, donc 2 ans avant le vote en faveur du Brexit, auquel, vous l'aurez deviné, Scruton était très favorable. De plus, toutes ces déclarations de droit qui enlèvent le pouvoir au corps législatif pour le remettre à des juges ruinent la cohésion sociale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une assemblée législative est un lieu de compromis. Chacun fait un pas vers l'autre et on finit par voter un texte qui ne fait sauter de joie personne, mais qui ne fâche non plus personne, qui contente à peu près tout le monde. Mais dans le cas d'un procès, c'est tout l'opposé. Un des plaideurs gagne et rafle toute la mise, tandis que la partie adverse perd tout. Il en résulte rancune, sentiment d'injustice et d'oppression, tout le contraire de ce que cherchaient les libéraux d'origine, qui voulaient apaiser et réconcilier les citoyens après des décennies de guerre de religion. Comme l'écrit Scruton pour conclure, je cite, « Les droits qui pour les libéraux sont la condition sine qua non de la paix politique deviennent une déclaration de guerre contre la culture du plus grand nombre. » Fin de citation. Le droit devient ainsi le champion du multiculturalisme. Et c'est la nouvelle doctrine qu'examine Scruton, le multiculturalisme. Pour commencer, quelle est la vérité du multiculturalisme ? Eh bien, c'est que des gens qui viennent de cultures différentes peuvent vivre dans une même société. La fondation des États-Unis le prouve, selon Scruton. Commentaire personnel, on pourrait discuter, souligner que les pères fondateurs, même si certains étaient anglais, d'autres écossais, etc., tous les pères fondateurs parlaient anglais. Ils étaient tous protestants, même s'ils n'appartenaient pas tous à la même église, etc. Je ne discute pas, je me contente ici de résumer ce que dit Scruton. Et pour lui, une société multiculturelle est possible, et la preuve, c'est qu'il en existe une aux États-Unis. Toutefois, une société multiculturelle n'est pas une société dénuée de culture commune. C'est juste qu'au lieu d'être héritée, tribale ou religieuse, sa culture est une culture civique, citoyenne, qui consiste à rédiger une constitution et ensuite à la respecter. Une telle société ne peut naître et durer que si tous ses membres se mettent d'accord pour cantonner leur religion au domaine privé. En passant, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Si donc tous ses membres se mettent d'accord pour accepter que les lois sur lesquelles tous se sont mis d'accord priment sur les lois religieuses de chacun, qui doivent rester de l'ordre du privé. Si certains membres prétendent imposer leur religion aux autres, refusent de se soumettre au consensus civique qui place les lois et les institutions du pays au-dessus des lois religieuses de chacun, une société multiculturelle ne peut plus marcher. Pour Scruton, c'est une vérité universelle. Mais pour les multiculturalistes militants, il n'existe pas de vérité universelle transculturelle. Pour eux, promouvoir une société ouverte, tolérante, démocratique, c'est promouvoir la culture de la société occidentale. C'est affirmer la supériorité de la culture occidentale sur toutes les autres. C'est donc affirmer
La supériorité des Occidentaux sur tous les autres, c'est donc du racisme, c'est donc mal. Et avec ce genre de raisonnement, les intellectuels déconstructeurs ont séduit toute une génération d'étudiants et les ont amenés à répudier leur propre civilisation sans pour autant leur en donner une autre en rechange. Ils ont donc fait de leurs étudiants des nihilistes sans repères et sans racines. En prétendant les libérer, ils les ont en fait aliénés. Alors, certains étudiants, en se regroupant dans la répudiation de leur propre civilisation sous la houlette de leur maître, ont sans doute l'impression d'intégrer une communauté qui a la chaleur d'une communauté religieuse, d'une secte unie par les mêmes croyances, et ils se sentent bien. Mais dit Scruton, on ne fonde pas une communauté sur la répudiation, et on crée une jeunesse, encore une fois, qui est aliénée. Contre les déconstructeurs, qui ne sont que des nihilistes, il faut affirmer la valeur de la vie, de la beauté et des grandes œuvres de notre civilisation. Et c'est ce que fait Scruton. Laissez-moi vous en lire un passage. Ouvrez les guillemets. Nous, c'est-à-dire sous la plume de Scruton, nous les anglo-saxons, mais on pourrait dire tout aussi bien nous les Français ou nous les gallo-francs. Donc nous, comme tous les autres, avons besoin d'une culture commune pour notre sécurité, notre prospérité et notre liberté. Nous n'exigeons pas que tout le monde partage la même foi, mène le même genre de vie familiale, ni participe aux mêmes célébrations. Mais nous avons une culture civique en commun, une langue en commun et une sphère publique en commun. Nos sociétés sont bâties sur l'idéal judéo-chrétien d'amour du prochain, ou du voisin, encore une fois, en anglais c'est le même mot, idéal selon lequel un inconnu est aussi digne de préoccupation qu'un proche. Nos sociétés nous obligent à respecter la liberté et la souveraineté de chacun et à reconnaître un seuil privé qu'il est interdit de franchir sans y être invité. Nos sociétés reposent sur le respect de la loi par les citoyens et la liberté de contrat, et elles favorisent le maintien de ces conditions par des traditions éducatives qui ont modelé nos programmes scolaires. Ce n'est pas un impérialisme culturel arbitraire qui nous fait apprécier la philosophie et la littérature grecque, la Bible hébraïque, le droit romain, ou encore les épopées et les romans courtois du Moyen-Âge, et qui nous conduit à enseigner ces choses dans nos écoles. Ces choses sont à nous, tout comme l'ordre juridique et les institutions politiques sont à nous. Elles ont contribué à faire de nous qui nous sommes, et elles nous rappellent qu'il est bon d'être ce que nous sommes. Examinez-les avec votre raison. Vous verrez bien qu'elles ont de la valeur, et que notre culture civique n'est pas juste la possession étriquée d'une communauté frileusement repliée sur elle-même, mais un mode de vie légitime. Fin de citation. Voilà, c'était l'ode de Roger Scruton à la civilisation occidentale. Et Scruton ajoute, si des immigrés viennent dans un pays occidental pour en tirer des avantages, il est juste qu'ils assument aussi des coûts, à savoir adopter la culture civique du pays d'accueil. Autrement dit, le multiculturalisme, oui, la répudiation de notre culture, non. Quittons le domaine des sociétés humaines et passons à la nature avec l'écologie, l'écologisme, l'environnementalisme. Quelle est la vérité de l'écologisme ? Ce serait un comble si un conservateur qui veut conserver ce qu'il y a de bon, de bien et de beau dans le monde, ne voulait pas aussi conserver l'environnement. Alors bien sûr, un conservateur ne peut être qu'un défenseur de l'environnement. Le conservateur remercie ses ancêtres de lui avoir légué une nature belle et habitable, et il veut la transmettre à ses descendants. Il a donc le même objectif que le militant écologiste, préserver l'environnement. Mais là où il se distingue de l'écologiste, c'est sur les moyens. Alors que le militant écologiste
en général, crie haro sur les entreprises qu'il désigne comme de grands méchants, par exemple les sociétés pétrolières. Donc il s'attaque aux entreprises comme à des grands méchants, et au contraire il fait confiance à l'État et à des traités internationaux pour régler les problèmes. Le conservateur sait que quand un gouvernement et ses fonctionnaires se mêlent de quelque chose, la fameuse machine à mal faire va aboutir au résultat inverse du résultat escompté. Le conservateur a observé que l'écologie, comprise de cette façon, offre en fait un prétexte de plus au capitalisme prédateur pour détourner des fonds publics à son profit, aux grandes dames de l'environnement, comme on peut le voir, si on veut un exemple français récent, par les ravages des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc. Fin de parenthèse. Selon Scruton, pour préserver l'environnement et les ressources, mieux vaut inciter les entreprises à investir dans la recherche de solutions écologiques plutôt que de les persécuter et jeter des pots de peinture sur les portes vitrées de leur vestibule. Et 2, plutôt que de demander à l'État de régler les problèmes, il vaut mieux s'organiser localement pour préserver les ressources, comme l'ont fait par exemple les pêcheurs de morues sur les côtes de Norvège ou les pêcheurs de homards sur les côtes du Maine au nord-est des États-Unis. Donc, préserver l'environnement, absolument, mais sur le terrain, par le terrain. Revenons aux affaires humaines avec l'internationalisme. Quelle est la vérité de l'internationalisme selon Scruton ? Rappelons d'abord que l'internationalisme est une idée assez ancienne, qui remonte au XVIIe siècle, où on en attribue la paternité au Hollandais Grotius, qui a été le premier à assimiler les États souverains à des personnes. Les États peuvent donc conclure entre eux des traités, tout comme les individus peuvent passer des contrats. Et l'on a vu des guerres évitées par des traités internationaux. Génial. Mais pour qu'il y ait des traités entre nations, encore faut-il qu'il y ait des nations. Or, depuis quelques années, l'internationalisme s'est mué en projet d'abolition des nations. Il a pris la forme, fait remarquer Scruton, d'une espèce de fanatisme antinational qui définit la nation comme le mal et son contraire comme le bien. C'est ainsi que les européistes idolâtrent l'Union européenne comme une sorte de divinité parfaite, sans aucune analyse des coûts et des bénéfices, et que le mantra « plus d'Europe, plus d'Europe, plus d'Europe » continue d'être répété depuis 50 ans, sans aucun examen rationnel, sans aucune remise en question, alors que les conditions qui ont donné naissance à l'idée européenne, c'est-à-dire les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, une Europe en ruine, mais dynamique économiquement et jeune démographiquement, ne sont plus du tout réunies. Dans ces conditions, l'internationalisme tourne à l'aveuglement, à la religion au mauvais sens du terme, et mène au suicide. Nous voilà à la page 118 du livre, qui n'en compte même pas 200, et enfin, nous arrivons au conservatisme. Intéressante, n'est-ce pas ? Cette démarche qui consiste à butiner longuement les idées adverses, ou simplement différentes, avant de prendre position. Tiens, les conservateurs ne seraient pas nécessairement des gens bornés. Surprenant. Alors quelle est la vérité du conservatisme ? Le conservatisme, d'abord, ne s'occupe pas de corriger la nature humaine. Le conservateur prend l'homme tel qu'il est, la société telle qu'elle est. Il essaie de comprendre comment elle fonctionne et comment elle peut prospérer. On se rappelle, depuis Aristote, que l'homme se regroupe en cités et qu'au sein de ces cités, il aime former avec ses semblables de petites sociétés pour converser, déguster du vin, parler philosophie, jouer au foot, jouer de la musique, observer les étoiles, etc. Et tout ce foisonnement associatif, toutes ces activités qui n'ont pas d'autre finalité que de permettre aux hommes d'être ensemble, sont l'espace où chacun se découvre au contact d'autrui, développe ses vertus et devient la meilleure version possible de lui-même. C'est au sein d'associations spontanées que l'homme trouve le bonheur, découvre ses valeurs et s'accomplit. Mais ces associations sont toujours menacées par le ressentiment de ceux qui n'en font pas partie et qui vont vouloir, en invoquant la sacro-sainte égalité, les fermer ou à tout le moins les réformer. Exemple américain, les clubs d'étudiants masculins. On leur a dit, soit vous acceptez des filles, soit vous fermez. Or, ces associations,
qui peuvent toujours être détruites par en haut, ne peuvent naître et s'épanouir que par en bas. Pour ce faire, elles ont besoin de liberté. Et donc, le conservateur, par principe, défend la liberté d'association. Mais attention, dit Scruton, de même que toutes les autres doctrines que nous avons examinées partaient d'une bonne idée, mais pouvaient ensuite se pervertir, de même, le conservatisme court toujours le danger de se dévoyer. Et c'est ici que le sens du livre « L'art d'être conservateur » How to be a Conservative prend tout son sens. L'objectif de Scruton n'est pas de dire « les autres doctrines, c'est mal, le conservatisme, c'est bien ». C'est plutôt de préconiser une certaine façon d'être conservateur, un art d'être conservateur. Le libertarien se prosterne devant la liberté d'association comme devant une idole. Mais pour Scruton, toute association n'est pas bonne. Il y a des associations qui sont de l'ordre du pur plaisir ou de l'utilité et qui abaissent. Il y en a d'autres qui permettent de cultiver la vertu, comme disait Aristote, ou le développement personnel, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est cela la vérité du conservatisme. C'est de reconnaître que la liberté d'association, toute précieuse qu'elle est, n'a de valeur que dans la mesure où l'association produit de la valeur. Bien sûr, le conservateur n'interdit aucune association. Il n'a pas pour méthode d'imposer de force ses valeurs à autrui. Il ne se donne pas pour mission, contrairement à d'autres, d'améliorer l'homme et de remodeler la société. Le conservateur préfère prêcher d'exemple en participant à des associations qui élèvent. Et cela nous amène au domaine de valeur auquel Scruton consacre un long chapitre. Et on quitte maintenant la politique au sens strict, on quitte maintenant le domaine des doctrines pour passer à autre chose qui, selon Scruton, est encore plus important. On se rappelle la table des matières. Après 8 chapitres consacrés à 8 doctrines clairement politiques, Scruton dépasse la politique et il entre dans ce qu'il appelle les domaines de valeur, Realms of Value en anglais. Realm, bien sûr, est un emprunt de l'anglaise au français. Realm ou realm vient de notre royaume. Et comme tous les termes qui viennent du français ou du latin en anglais, c'est un mot abstrait qui se distingue de kingdom, le royaume concret, comme peut l'être le United Kingdom, le Royaume-Uni. Inversement, in the realm of mathematics, c'est le domaine des mathématiques. Je traduirai donc realms of value par domaine de valeur plutôt que royaume de valeur. Mais il faut garder à l'esprit aussi cette connotation poétique, presque magique, presque féerique de royaume. Fin de la parenthèse linguistique. Donc, pour un conservateur à la Scruton, la politique est loin d'être l'expérience et la valeur ultime. L'homme s'accomplit et vit ses expériences les plus hautes au sein d'associations spontanées, organiques, surgies d'en bas et non pas dirigées d'en haut. La politique et l'État doivent s'effacer pour laisser de telles associations s'épanouir. Et c'est aussi cela, l'art d'être conservateur. C'est reconnaître que la politique n'est pas le plus important et que le rôle d'une politique, bien entendu, c'est de servir la société qui lui préexiste et de s'effacer le plus possible pour la laisser fleurir. Homo economicus connaît d'avance son objectif, maximiser son utilité, jouir de la vie le plus possible. Et sa vie suit une trajectoire linéaire vers ce but connu d'avance et qui est le même pour tous. Calculateur, matérialiste, utilitariste et rationnel, Homo economicus avance sur une route toute droite. Mais c'est une caricature d'Homo sapiens. L'homme réel, au contraire, comme le décrit très bien Hegel, que Scruton cite ici, l'homme réel ne se connaît pas d'avance. Il se découvre, il découvre qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qui lui donne de la joie, ce qui lui tient à cœur, et ultimement le sens de sa vie au contact des autres, en coopérant avec les autres, dans le cadre d'associations qui n'ont pas d'autre finalité qu'elles-mêmes, à la différence en passant des entreprises qui, elles, sont constituées dans un but
dans le but de produire quelque chose. Et c'est cela que Scruton appelle des domaines de valeur. Ce sont des sphères, des espaces où l'on se réunit pour se réunir, sans autre but. L'amitié est un bon exemple. On est amis pour le bonheur d'être amis, ce qui n'empêche pas que des amitiés, nouées dans un esprit sincère d'amitié, puissent s'avérer utiles. Mais ce n'est pas l'essence de l'amitié, c'est un effet secondaire. On ne se lie pas d'amitié avec quelqu'un parce que ce pourrait être une relation d'affaires utile. Sinon, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la manipulation. Se réunir en communauté pour célébrer ensemble quelque chose qui dépasse chacun de nous, pour exprimer notre gratitude d'être ensemble et d'être vivants, voilà une expérience créatrice de valeur. C'est une expérience qui peut avoir lieu dans le cadre d'une religion instituée. Par exemple, le dimanche, dans le cadre chrétien, quand les membres d'une communauté se réunissent pour entendre la messe et renouvellent ainsi les liens qui les unissent. Mais ce peut être aussi dans un cadre apparemment laïque. Aux Jeux Olympiques de 2012, à Londres, il régnait, paraît-il, en tout cas c'est ce que dit Scruton, sur le lieu des événements, une atmosphère de paix et de charité surprenante qui marqua les personnes présentes. Donc la religion, qu'elle soit explicite comme dans une église ou latente comme dans un stade, est éminemment un domaine créateur de valeur. Autre domaine de valeur, la famille. Même si aujourd'hui un foyer n'est plus nécessairement composé d'un homme et d'une femme, la famille reste le lieu où les enfants naissent et grandissent, où des valeurs émergent et se transmettent. Toute relation entre personnes peut être créatrice de valeur. Mais attention, dit Scruton, à la facilité et à l'illusion des relations virtuelles dans lesquelles on ne s'engage pas et d'où l'on peut se retirer à tout instant. Abrité derrière un écran, souvent derrière un avatar ou un pseudonyme, on ne risque rien. Mais on ne risque pas non plus de se développer. La conséquence, en tout cas le risque, c'est la stagnation personnelle, voire la régression. Il est donc essentiel pour Scruton que les relations restent des relations réelles, en personne, en face à face, où chacun risque quelque chose, risque notamment d'être jugé par l'autre, de devoir se confronter à autrui, de devoir peut-être subir la volonté d'autrui et d'avoir à réagir, à se transformer, à évoluer, à triompher de cette opposition pour se développer, pour se connaître soi-même, pour découvrir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on vaut, et aussi ce qui vaut la peine qu'on s'y consacre. Domaine de valeur ultime selon Scruton, c'est l'expérience de la beauté. La beauté, c'est comme la plaisanterie, c'est subjectif. Chacun juge de ce qui est drôle ou pas, de ce qui est beau ou pas. Mais cela ne veut pas dire que tous les jugements se valent. Subjectif ne veut pas dire arbitraire. Et ici, Scruton cite le philosophe allemand Emmanuel Kant. Commentaire personnel, il est amusant de voir que Kant, le parangon du libéralisme classique, et en un sens l'ennemi du conservatisme, était le philosophe préféré de Scruton, qui lui était étiqueté conservateur et se revendiquait conservateur. C'est une belle illustration du fait que les gens qui réfléchissent vraiment sont inclassables, tout simplement parce qu'eux-mêmes ne classent pas avant de réfléchir et ne lisent pas tel ou tel auteur en fonction d'un classement préétabli, mais lisent sans préjugés, et si l'auteur dit des choses intéressantes, eh bien ils vont continuer à lire cet auteur et reprendre ce qu'ils y trouvent d'intéressant à leur compte. En fait, ils ne connaissent pas un auteur avant de l'avoir lu. Ça paraît évident qu'on ne peut pas savoir ce que contient un auteur avant de l'avoir lu, mais quand on observe tous ces gens qui font des commentaires et qui condamnent des auteurs sans jamais les avoir ouverts, finalement ce n'est pas si évident. Fin de la parenthèse. Donc revenons sur les idées de Kant en matière d'esthétique que Scruton reprend ici. Scruton rappelle que l'art est comme une table. Il a une fonction et on peut juger de la valeur d'une œuvre d'art comme on juge de la valeur d'une table. Encore une fois, c'est subjectif, c'est notre jugement, mais ce n'est pas arbitraire. Je cite, « N'importe quoi peut servir de table, pourvu qu'on puisse poser des choses dessus et s'asseoir devant pour travailler et manger. Une caisse peut servir de table, un vieil urinoir peut servir de table, le dos d'un esclave peut servir de table. Cela ne rend pas le concept arbitraire. Cela n'empêche pas
de distinguer les bonnes tables des mauvaises. De même, dit Scruton, on peut dire que la tragédie grecque, où des meurtres fictifs avaient lieu hors de la scène, hors de la vue des spectateurs, était supérieure au spectacle romain des combats de gladiateurs, où la foule se repaissait bassement de voir le sang couler. Il est légitime d'établir de telles hiérarchies. Plus encore, selon Scruton, la valeur d'une civilisation ou d'une époque se mesure à son goût, à ce qu'elle trouve drôle ou de mauvais goût justement, à ce qu'elle trouve beau ou laid. Seulement, pour pouvoir porter un jugement esthétique juste, encore faut-il avoir du goût. Or, le goût s'éduque, d'où l'importance d'enseigner les classiques, Homère, Virgile, Shakespeare, aux enfants. On sait qu'aujourd'hui, et ce depuis les années 1920, ça ne date pas d'hier, ça fait déjà un siècle, il serait temps que ça cesse, fin de la parenthèse. Donc on sait qu'aujourd'hui, nombre d'artistes ont jeté la beauté par-dessus bord et affectent de mépriser la beauté comme quelque chose de joli, de facile, de bourgeois, de décoratif, de confortable, d'insignifiant. Et eux, au contraire, les vrais artistes, s'ingénient à transgresser et à subvertir. Plus c'est laid, plus c'est beau. Mais ces gens, selon Scruton, sont des profanateurs sans intérêt. Ils méprisent la beauté parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils sont incapables de regarder en face le mystère de la condition humaine. Avec l'enlaidissement urbain, le monde moderne est privé de beauté et en souffre. Or, la soif de beauté n'est pas un désir parmi d'autres, c'est un besoin à part. La contemplation du beau est une expérience unique. On la vit fréquemment pendant l'enfance sans en être conscient. On la vit intensément à l'adolescence, souvent mélangée à des rêveries érotiques, et on y aspire encore à l'âge adulte. Et en fait, les rares artistes qui cultivent encore la beauté dans le monde moderne, ceux donc qui s'attachent à produire des œuvres belles et non pas des œuvres subversives. Ces artistes-là, quelle que soit leur orientation politique, sont, selon Scruton, les vrais conservateurs. Je cite, « Ils ont reconnu qu'il ne pouvait pas y avoir de vérité artistique sans la tradition qui la rend possible. Ils ont consacré leur vie créatrice à maintenir, adapter et transformer cette tradition pour qu'elle ne meure pas. » Fin de citation. Grâce à ces artistes, grâce aussi à certains architectes et à certains planificateurs urbains qui font l'effort de maintenir l'harmonie urbaine héritée des siècles, et à tous ceux qui œuvrent à entretenir les paysages traditionnels, grâce à eux, grâce aussi à certains architectes et à certains planificateurs urbains qui font l'effort de maintenir l'harmonie urbaine héritée des siècles, et à tous ceux qui œuvrent à entretenir les paysages traditionnels, grâce à tous ces artistes donc, la lampe de la beauté brille encore devant nous, écrit Scruton. Et ainsi, nous nous sentons encore chez nous, dans le monde. Dans un petit chapitre ensuite, Scruton traite de questions pratiques. Il observe que ces dernières années, un fossé s'est creusé entre la classe dirigeante, hommes politiques, dirigeants de grandes entreprises, journalistes, faiseurs d'opinion, et le peuple. Le peuple reste attaché à ses valeurs, à ses traditions, à ses racines, à son pays. Les dirigeants, eux, se font une image caricaturale et matérialiste de leurs administrés. Ils réduisent Homo sapiens à un Homo economicus, à un agent de production et de consommation, mu par des calculs d'intérêt et uniquement soucieux de sa panse et de son portefeuille. Et cela, quelle que soit l'étiquette du parti politique. D'ailleurs, la classe politique nationale de chaque pays européen est trop heureuse d'abdiquer ses responsabilités au profit de bureaucrates non élus situés à Bruxelles. Elle échappe ainsi à son obligation de rendre des comptes au peuple théoriquement souverain. Rappelons que le livre de Scruton date de 2014, 2 ans avant le référendum qui a vu la victoire des partisans du Brexit. Donc Scruton parle comme pourrait parler un Français aujourd'hui. Fin de la parenthèse. Dans ces conditions, Scruton ne voit pas comment la classe dirigeante pourrait offrir un recours politique
et protéger les associations locales spontanées et enracinées qui sont, selon lui, source de toute joie et de toute valeur. Et ce, d'autant plus que les gens qui pensent différemment sont victimes d'intimidation, d'intolérance et de censure. Il est de plus en plus difficile d'exprimer un point de vue hétérodoxe, on le sait, que ce soit sur la chasse au renard, l'homosexualité ou l'immigration. Mais ce qui donne de l'espoir à Scruton, c'est de voir le mouvement de l'école à la maison prendre de l'ampleur aux États-Unis dans le sillage de la communauté amish. Ainsi, des familles ordinaires arrachent leurs enfants à l'emprise de l'État, à la culture de répudiation imposée par les déconstructeurs, et les enfants reçoivent une vraie instruction, riche en connaissances, dans l'affirmation de leur héritage. Si je transpose au cadre français, lutter pour le droit à l'instruction en famille et favoriser les écoles hors contrat, pour employer des termes français, c'est le premier combat à mener selon Scruton. Dernier chapitre, au titre mystérieux, A Valediction, Forbidding Mourning, but Admitting Loss. Un adieu qui s'interdit le deuil, mais reconnaît la perte. Que veut dire Scruton ? Eh bien qu'on peut avoir la nostalgie du passé, d'un temps où l'Angleterre, ou pour nous la France, était chrétienne, rurale, familiale, mais il ne faut pas enjoliver le passé. Ces temps étaient durs et on ne voudrait sans doute pas y vivre. Toutefois, par la beauté, et notamment par la contemplation des œuvres d'art du passé, par la lecture des classiques, on peut cultiver le souvenir de notre civilisation. Il est légitime, nourrissant et même vital de le faire. Et c'est sur cette note que se termine l'art d'être conservateur. Je suis allé très vite, j'ai résumé en l'équivalent de moins de 20 pages un livre qui en fait presque 200. Alors forcément, j'ai dû réduire. Pour réduire la longueur, j'ai souvent donné l'idée de Scruton sans argument, sans exemple historique et sans citer tous les auteurs que Scruton invoque. Mais le livre de Scruton fourmille d'exemples, d'arguments, de références à des œuvres et à des auteurs de premier plan. Si vous l'avez déjà lu, vous le savez, et j'espère que mon résumé ne vous aura pas paru trop infidèle. Si vous ne l'avez pas encore lu, il y a grand profit à le faire, en anglais si vous pouvez, ou sinon il existe une traduction française. Si cela vous intéresse, je consacrerai encore une vidéo à l'art d'être conservateur, cette fois pour donner mon avis personnel sur ce livre et ce qui en fait l'intérêt, notamment d'un point de vue français. Vous verrez le lien en description dès que cette nouvelle vidéo sera disponible. D'ici là, portez-vous bien, merci pour votre écoute. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre un commentaire, et que Mnémosyne, déesse de la mémoire et mère des muses, soit avec vous.